Les Moai, ces statues géantes de l'île de Pâques, le Taj Mahal en Inde, ou encore la cité engloutie de Pompéi. Tous ces trésors font partie du patrimoine de l'humanité comme presque 1000 autres sites. Ils racontent une histoire, celle des civilisations passées. Aujourd'hui, ce patrimoine est en péril, mais il est désormais possible, grâce à la numérisation, de sauvegarder virtuellement ces chefs-d'œuvre au cas où ils viendraient à disparaître. Comment fonctionne cette nouvelle technologie et quelles perspectives ouvre-t-elle? Futur vous emmène aux États-Unis pour le savoir. L'avancée majeure dans la numérisation, on la doit à Ben Kassira. Dans les années 90, cet ingénieur a inventé un laser portable qui servait dans la construction à numériser les bâtiments pour produire des maquettes en images 3D. Un événement marquant a bouleversé sa vie, la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en Afghanistan. C'était en 2001. C'était vraiment des monuments incroyables, de 55 mètres de haut. Et en un instant, il ne restait plus rien. Et malheureusement, il n'y avait aucune donnée détaillée sur ces monuments. C'est à ce moment-là que naît la fondation SciArc. Ben Kassira propose de numériser des centaines de monuments à travers le monde pour conserver la trace de ces chefs-d'œuvre, dont certains sont particulièrement menacés. Il y a deux types de menaces qui pèsent sur les monuments. La première, ce sont les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. La seconde, c'est l'homme, les guerres et les destructions volontaires comme dans le cas des Bouddhas d'Afghanistan. Et cette destruction s'accélère de jour en jour. L'un des monuments en cours de numérisation est le Lincoln Memorial à Washington, qui date de 1922. Cet appareil va collecter toutes les données de haut en bas. Le laser va tourner et il va collecter toutes les données sur 360 degrés. Le laser émet un rayon qui vient frapper le monument à numériser. Le rayon est renvoyé et en fonction du temps que cela prend, il est possible de calculer la distance de chaque point du monument par rapport au scanner. Le laser collecte des milliers de points par seconde avec une précision de 2 mm. Ces nuages de points apparaissent ensuite pour reproduire le monument en images 3D. Scott Lee, directeur des opérations chez SciArc, vient faire une visite de chantier. Nous apprécions cette technologie scanner laser car c'est une méthode non tactile. Pas besoin de toucher le monument, pas besoin d'aller faire des mesures en risquant d'abîmer la surface. Le laser capture les données avec une lumière qui ne blesse pas les yeux et qui n'abîme pas la structure. Au total, pour ce monument, 12 milliards de points seront générés par le scanner. Les images seront ensuite recomposées par ordinateur et archivées. SciArc veut dire cyberarchive. Nous archivons les données. Nous avons un système très sécurisé de 2 pétaoctets, soit 2000 téraoctets, pour stocker toutes nos données. Nous avons numérisé 120 sites à travers le monde et les données sont conservées en Pennsylvanie, dans une mine à 60 mètres de profondeur. 120 sites ont déjà été numérisés sur tous les continents. Ils sont choisis en fonction de leur importance patrimoniale et des risques qui pèsent sur eux. Ben Kassira veille sur ce trésor. Un trésor qui a déjà fait la preuve de son utilité en Ouganda. Ce pays abrite les tombes de Kasubi datant de la fin du 19e siècle. Ici reposent 4 rois du royaume du Bouganda. C'est un centre spirituel important. Nous avons eu la chance, il y a 2 ou 3 ans, d'aller là-bas, de les scanner et de les préserver virtuellement. 1 an plus tard, nous avons appris une nouvelle très triste. Les tombes avaient été détruites par un incendie. Et quelques jours plus tard, nous avons eu un coup de fil. La personne au téléphone a demandé « Avez-vous toujours les numérisations des tombes ?» Et bien sûr, nous avons répondu oui. Elles sont dans les archives. Et ils ont demandé « Peut-on les utiliser pour la reconstruction ?» Évidemment, ces tombes pourront être reconstruites selon les plans de SciArc. Grâce à la numérisation, de nombreux chefs-d'œuvre sont ainsi sauvés virtuellement. Mais cette technologie permet aussi de restaurer des œuvres d'art.
Et quel endroit plus symbolique que le Louvre? Ce temple mondial du patrimoine a lancé une restauration de 4 millions d'euros sur une sculpture emblématique, la célèbre victoire de Samothrace. Ce joyau du patrimoine est l'une des statues les plus connues au monde. Elle représente la déesse de la victoire posée sur une proue de navire. Ludovic Laugier est le commissaire en charge de sa restauration. Alors cette statue, c'est la victoire de Samothrace. Elle a été découverte à Samothrace, qui est une île, une petite île très belle du nord de la mer Égée, méconnue mais qui vaut vraiment le détour. Et dans cette île, il y a un sanctuaire qui est le sanctuaire des grands dieux. Donc la victoire a été placée là. Elle a été offerte pour commémorer une victoire navale, probablement au 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Au 19e siècle, elle avait été, comme de coutume à l'époque, beaucoup retouchée. C'est-à-dire que pour justement masquer les joints entre les différents fragments, l'usage au 19e siècle, c'était de peindre par-dessus, de retoucher, de maquiller. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Et ces peintures à l'aquarelle jaunissent avec le temps. Donc la statue était devenue toute jaune, voire davantage, et le bateau était devenu gris très foncé, voire noir à certains endroits. Le socle de la statue, en forme de navire, était incomplet. De nombreux fragments sont restés en Grèce et il fallait reconstituer ce puzzle. Les conservateurs se sont donc rendus sur place, à Samothrace, où ils ont numérisé ces fragments interdits de sortie du territoire. À Samothrace, on se disait, tiens, sur la vingtaine de fragments qu'on avait étudiés, un tel peut aller ici, un tel peut aller là sur le bateau. Et évidemment, ça nous permet de vérifier les hypothèses. Et quand vous avez la copie et que vous avez déjà une intime conviction, mais que vous pouvez replacer le fragment et dire là, ça colle, et la numérisation vous permet d'être sûr et c'est un très beau moment. Les fragments numérisés en Grèce ont d'abord été imprimés en France en 3D avec de la résine, puis moulés en plâtre, car ils se conservent mieux ainsi. Daniel Ibled et son équipe de restaurateurs ont replacé des dizaines de fragments. J'ai une épreuve en plâtre que je vais pouvoir mettre à la place de celle-là, qui va venir se loger exactement. Bon, faut que je la règle encore un petit peu, mais elle va venir se loger ici. Et après, il y aura un bouchage qui va combler les vides qu'on a là-bas. C'est la fin de la restauration. Après la numérisation des fragments, c'est la statue dans son entier qui est maintenant numérisée. C'est l'équipe de Didier Happ qui s'en occupe. La technique est la même que celle utilisée par Sayarc sur les monuments. Ici, vous avez un bras scanner laser qui permet de numériser en temps réel la surface du vaisseau de la Victoire. On génère environ 46 000 points à la seconde. Ce qui ensuite va permettre de reconstituer de manière réelle la totalité de la victoire de Samothrace avec son vaisseau. La barre rouge que vous voyez, qui est un laser à diode, permet de savoir où le laser frappe actuellement la surface du vaisseau de la victoire de Samothrace. La numérisation permettra de développer des applications pédagogiques pour le public. Il sera par exemple possible de reconstituer virtuellement le puzzle de la statue. Après des mois de travail, la restauration est enfin terminée. Un événement majeur pour la vie du musée. Archiver des monuments, rendre accessible la connaissance, restaurer des sculptures, la numérisation est en permanence au service du patrimoine, des scientifiques et du public. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle peut aussi aider à recréer une œuvre d'art. Aux Pays-Bas, une expérience étonnante est actuellement en cours sur des tableaux de grands maîtres tels que Rembrandt ou encore Van Gogh. Au musée Mauritshuis de La Haye, Joris Dick, professeur spécialiste des matériaux en art et son équipe, scanne un autoportrait de Rembrandt. 2 appareils photo ont été installés devant ce chef-d'œuvre qui date de 1669. Ici au milieu, nous avons un projecteur qui projette différents motifs sur la surface de la peinture. Ensuite, vous pouvez, grâce à la triangulation, calculer la surface de la peinture. Nous faisons apparaître la topographie et la couleur de la peinture à partir des mêmes données brutes. Ici, à la numérisation classique, s'ajoute un relevé précis des couleurs. C'est cela qui va permettre d'imprimer en 3D le chef-d'œuvre de Rembrandt. Une idée que Joris a eue avec ses collègues de l'université de Delft. Son étudiante, Wilmine, y consacre même une thèse. Elle nous explique comment marche l'imprimante 3D, encore en test, et dont le secret est bien gardé. C'est une imprimante à jet d'encre à base de polymère. Elle imprime des gouttelettes qui deviennent solides une fois exposées aux rayons UV.
Vous avez juste à imprimer plein de différentes couches, les unes par-dessus les autres, et c'est comme ça que vous créez le relief. En gros, c'est du plastique qui ressemble à de la peinture. C'est cette imprimante de pointe qui a permis d'imprimer l'autoportrait. Le résultat? Une œuvre d'art tellement identique qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux. Sauf pour la conservatrice du musée, bien sûr. Moi, je peux voir la différence. Pour moi, le relief n'est pas aussi net que l'original. La brillance est un peu trop uniforme. Mais ces caractéristiques de la peinture ne sont probablement pas visibles par le public. Je pense que c'est très important que le public continue à aller voir les œuvres originales au musée. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas vous approcher très près d'une œuvre d'art. Elle est derrière une vitre, vous devez garder une certaine distance, mais avec une impression 3D, le public va pouvoir être très proche de l'œuvre et même la toucher. Les gens ont besoin d'interagir davantage avec les œuvres d'art. Et les applications de cette reproduction 3D sont très nombreuses. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il y aura un jour une copie 3D à côté de l'original. Mais qui sait? Dans le futur, il y aura peut-être des situations où l'œuvre d'art sera jugée trop fragile pour être exposée. Et alors, on pourra choisir d'exposer sa reproduction 3D. Il sera également possible d'imprimer une peinture avec ses couleurs d'origine. De nombreuses peintures ont été décolorées, où on subit toutes sortes de réactions chimiques ou une restauration qu'on ne ferait plus de nos jours. Certaines peintures se sont ternies. La numérisation et l'impression 3D offrent la possibilité de voir l'apparence originelle d'une œuvre d'art. Alors, verra-t-on un jour des reproductions 3D dans les musées? J'aimerais ne pas envisager cette idée. L'idée que ça va remplacer l'original, c'est juste un développement naturel des technologies de reproduction qui existent depuis des centaines d'années. Quelles sont les applications futures de cette technologie? Où cela va-t-il nous mener? On n'en sait rien. C'est aussi une des raisons de notre enthousiasme. Quelles sont les applications futures de l'impression 3D? Ben Kassira a bien une idée sur la question. Et il voit grand, très grand. Un jour, il en est sûr, on pourra imprimer des monuments en 3D et en taille réelle à partir des données numérisées. Le détail que vous voyez ici est incroyable. L'impression 3D va devenir extrêmement importante dans le domaine du patrimoine, particulièrement pour faire des reproductions. Les techniciens qui travaillent sur ce projet vont trouver des méthodes pour reproduire le matériau, aussi bien que l'aspect, la couleur et la texture. Quand cela arrivera, ce sera vraiment fantastique. Qui sait? Ben Kassira a peut-être raison. Un jour, nous pourrons sans doute imprimer un monument pour le sauver à jamais de l'oubli. Sur arte.tv/futurmag, découvrez que la numérisation ne sert pas qu'à reproduire des œuvres d'art. Elle permet aussi de rendre accessible au plus grand nombre d'autres joyaux du patrimoine. C'est à découvrir dans notre revue de liens. Nous vous faisons également visiter le lab du Google Institute, un espace associant culture et nouvelles technologies ouvert à Paris en décembre 2013.